très heureux d'être ici ce soir après cette période de confinement, puisque le livre est sorti pendant ce confinement et beaucoup de gens voulaient organiser des débats autour et on n'a pas pu, on a pu l'attendre. Là, c'est reparti, on a des demandes un peu dans toute la France, donc c'est dit que notre combat avance pour la libération de Georges. Il y a un petit peu d'écho, si j'avais un peu le Je suis aussi très heureux c'est la première fois que le livre soit présenté en même temps que le film, parce que c'est deux outils complémentaires. Quand j'ai regardé le film, j'ai tout simplement été complètement étonné, pas complètement parce que je connaissais ce film parallèle, de la fait qu'on a insisté sur un certain nombre de points qui étaient vraiment divergents et qui montraient que ce qu'était le combat de Georges. Alors, pour présenter ce livre, je ne vais pas retracer ce qu'il y a dedans. Ça, vous allez, j'espère, l'acheter, le lire. Je rappelle qu'une partie l'ensemble des droits d'auteur de ce livre vont à la campagne de soutien à Georges. Et donc, je reverserai tous les droits d'auteur de ce livre pour cette campagne. Pour présenter le livre, je voudrais juste insister sur quelques aspects qui m'ont semblé essentiels. Le premier, c'est d'insister sur l'apport théorique de Georges Bardano. Nous avons l'habitude, lorsqu'on parle de Georges, de parler du combattant, du militant, à juste titre, et pour commencer par cela. Georges n'a jamais eu le temps ni la disponibilité de développer l'ensemble de sa pensée. Et lorsque je lui ai envoyé le manuscrit du livre, au fur et à mesure, dans la partie consacrée à sa lecture théorique et politique de la situation, il m'a fait cette remarque qui était pour moi la plus grande satisfaction qu'on peut avoir quand on est un auteur. Il m'a fait cette remarque qui était de dire que j'avais synthétisé sa pensée alors qu'il ne l'avait pas encore fait. Et donc je voudrais commencer par cela, et sur un des points qui me semble essentiel dans la pensée politique de Georges Bardano, qui est la question de la centralité de la question palestinienne dans le combat contre l'impérialisme. Georges n'est donc pas qu'un combattant, il est un combattant et un penseur politique. Et il est un penseur politique parce qu'il a eu besoin de penser politiquement pour mener ce combat. Dans Marx évoque dans un de ses livres, je pense que c'est La Sainte Famille, évoque la différence entre certains penseurs et d'autres. Et il nous dit la phrase suivante. Il nous dit, les philosophes souffrent parce qu'ils pensent. En gros, il y a des gens qui pensent, c'est ça qui les amène à souffrir. Et il dit, les prolétaires pensent parce qu'ils souffrent. Tous les combattants ont commencé à penser parce qu'ils souffraient. Tous les combattants ont commencé à penser parce qu'ils avaient besoin de forcer pour la lutte. Et c'est la force de cette pensée théorique des combattants, c'est justement d'être ancré sur cette réalité. Alors Georges nous dit la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien dans le combat contre l'impérialisme, eh bien c'est une centralité de temps long. Pour lui, la transformation du projet sioniste en acte, c'est-à-dire d'un projet théorique, abstrait, qui n'avait pas encore d'effet, lorsqu'il se transforme en acte avec la déclaration de Balfour en 1917, eh bien cette transformation va transformer le projet sioniste qui va devenir cette fois-ci non plus un projet juif, mais un projet impérialiste, qui instrumentalise la question juive, instrumentalisant d'abord les pogroms, puis plus tard l'extermination hitlérienne. Cette transformation, pour Georges, est indissociable de la période qui la voit naître. 1917, c'est un an après la publication par Lénine de son célèbre livre « Impérialisme, stade suprême du capitalisme », dans lequel il analyse le passage d'un âge du capitalisme à un autre, du capitalisme, on pourrait dire familial, au capitalisme de monopole. La concurrence acharnée que se livrent alors les monopoles pour l'accès aux matières premières, qui va conduire aux guerres mondiales, la première et la seconde, va conduire à cette période-là d'abord au dépeçage de l'Afrique et à une lutte acharnée pour le partage des dépouilles de l'Empire ottoman, dont le territoire correspond aux principales découvertes pétrolières de la période.
On ne peut pas saisir ce qui se joue au Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui si on ne replonge pas dans ces débuts de l'impérialisme et dans les enjeux qui restent les mêmes aujourd'hui. La déclaration de Balfour signe le projet impérialiste britannique du contrôle de l'Irak, promesse pétrolière, et de la Palestine, débouché méditerranéen pour ce pétrole. Mais la Grande-Bretagne sait sa mainmise menacée par l'existence du concurrent français, d'où le projet d'une colonie de peuplement européenne sous protection britannique, capable d'être le gérant des intérêts britanniques dans la région. Ceux qui pensent encore qu'il y a une autonomie du sionisme, que le sionisme n'est pas né dans les stratégies impérialistes, eh bien, sous-estiment tout simplement. C'est ce contexte de naissance du sionisme. La lutte de libération nationale du peuple palestinien oppose, dès la déclaration de Balfour, non pas juifs et musulmans, non pas juifs et arabes, mais impérialisme et peuple de la région. Telle est la première expression de la centralité de la lutte de libération nationale palestinienne dans les débats que j'ai pu avoir avec Georges à propos de sa pensée politique. Une seconde dimension de la centralité est également abordée par Georges, celle qui va sortir renforcée de la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu pétrolier est encore plus important au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il s'inscrit dans un niveau de rapport de force mondiale entre puissances impérialistes, marqué par une hégémonie des États-Unis, liée au fait de son entrée tardive dans la Seconde Guerre mondiale et de l'absence d'affrontements sur le territoire états-unien. Il s'inscrit aussi dans le contexte de montée des luttes indépendantistes et dans celui de la guerre froide. En Afrique, comme au Moyen-Orient, les USA tentent de remplacer les anciennes puissances coloniales, ou en tout cas d'en devenir le dirigeant. La création d'Israël marque un tournant dans cette lutte pour contrôler la région et ses ressources. Israël changera de parrain, passera du tuteur britannique au tuteur états-unien et de donneur d'ordre impérialiste, mais gardera la même fonction de gérant des intérêts des puissances impérialistes en général et de celui des USA en particulier. Telle est la seconde centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien dans la pensée de Georges. En fait, cette lutte de libération nationale n'oppose pas un peuple simplement à l'État sioniste, mais un peuple à l'impérialisme hégémonique, au système impérialiste mondial. C'est toute la difficulté de la lutte du peuple palestinien. C'est en quoi la lutte du peuple palestinien peut se distinguer de la lutte d'autres peuples qui avaient un ennemi. Là, on a non seulement un ennemi direct, mais on a aussi tout le soutien du système impérialiste mondial. Troisième dimension de la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien, la centralité liée à la mondialisation actuelle. Une des caractéristiques de la pensée de Georges, c'est qu'elle ne cesse de prendre en compte l'actualité. Et si vous lisez ces dernières déclarations, vous voyez comment il est attentif à l'évolution du monde et à ce que devient la mondialisation capitaliste actuelle. La mondialisation n'est pas pour Georges Ibrahim Abdallah ce qu'on dit dans les médias. Ce n'est pas les développements des réseaux sociaux et de la technologie qui auraient amené des échanges de plus en plus importants dans le monde. Ce n'est pas ça. Pour Georges Ibrahim Abdallah, je partage avec lui cette analyse, la mondialisation, c'est une série de décisions politiques et économiques visant à accroître les surprofits des monopoles. C'est des décisions prises au sein du G7, au sein du G20, au sein de du FMI, au sein de la Banque mondiale, visant à libéraliser le commerce mondial, à faire baisser le coût du travail partout dans le monde, et non pas des découvertes scientifiques, technologiques, de réseaux sociaux, etc. Cette mondialisation va avoir des conséquences précises. Elle va en particulier, une de ses conséquences, exacerber la concurrence entre les grandes puissances pour le contrôle des mêmes sources de matières premières. Nous parlons de la Palestine aujourd'hui, on pourrait parler de l'Afrique et de ce qui se passe là en ce moment. Vous avez tous entendu Macron dire que Barkhane allait quitter, l'opération Barkhane allait quitter l'Afrique, mais ce que nous ne disent pas les médias, c'est l'ampleur des mobilisations populaires anti-impérialistes aujourd'hui, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad. On a une mobilisation comme nous n'avions pas connue depuis les années 70 et des mobilisations tenues par la jeunesse aujourd'hui. Autrement dit, on ne peut pas comprendre
pourquoi l'armée française est aujourd'hui en Afrique, comme on ne peut pas comprendre pourquoi il y a acharnement sur le peuple palestinien, comme on ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu tentative de détourner et de faire éclater un certain nombre d'États, comme en Libye ou en Syrie, etc., si on ne prend pas en compte cette exacerbation de la course pour le repartage du monde entre les grandes puissances impérialistes. Dans ses écrits, Georges Ibrahim Abdallah aborde régulièrement une des conséquences de ce nouveau contexte, le retour de la politique de balkanisation. Ce qu'il y a de nouveau dans la politique impérialiste mondiale, c'est le retour à cette idée de faire éclater des nations. La Somalie est éclatée, la Libye est éclatée, le Soudan est divisé en deux. On souhaite que la Syrie soit écartelée. Certains, vous le savez bien, on a ici en France un Bernard-Henri Lévy qui ne sait même pas tenir sa bouche et donc qui dit à l'avance les projets de ses maîtres et qui nous dit sur l'Algérie qu'il y a 3 pays en Algérie, que ce serait quand même bien que l'Algérie soit divisée en 3, que c'est une irrationalité que d'avoir une Algérie aussi grande aujourd'hui. Nous sommes bien dans une phase de balkanisation et Georges insiste beaucoup là-dessus. La réalité confirme cette insistance de Georges Ibrahim Abdallah sur la balkanisation. Le projet de redessiner, nous dit Georges, l'ensemble de la carte du Moyen-Orient d'une part, celui de faire éclater en plusieurs entités des pays ayant un territoire et des ressources suffisamment importants pour enclencher un développement autonome ou pour s'opposer au sionisme, tels sont les deux objectifs du plan de redécoupage du Moyen-Orient. Ce sont les indices de cette tendance à la balkanisation de l'impérialisme contemporain. Pour balkaniser, il faut cependant des contrôleurs locaux. On ne balkanise pas si on n'a pas de contrôleurs, de gérants locaux, des administrateurs locaux. Et c'est la dimension incontournable d'Israël pour l'impérialisme aujourd'hui. Faire éclater l'Irak, faire éclater la Syrie. Ils n'hésiteront pas. Ils essayent en permanence. Et ils réussissent en partie. Mais il leur faut un gérant local. Et Israël est prêt pour cela. C'est la troisième expression pour Georges Ibrahim Abdallah de la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien dans le combat anti-impérialiste. Mais cette centralité s'inscrit aussi dans les trajectoires. En travaillant sur la biographie de Georges, en lui posant des questions plus précises sur la chronologie de ses engagements, eh bien, ce qui ressort de manière très nette, c'est que Georges Ibrahim Abdallah, comme toute sa génération militante, est marqué dans sa trajectoire personnelle, comme dans sa socialisation politique, par la centralité de la question palestinienne. Il est le témoin du caractère connecté des luttes en Palestine, au Liban, en Égypte, dans toute la région. En réalité, distinguer, lorsqu'on est au Liban, les luttes du peuple libanais par rapport au Liban et les luttes du peuple libanais en soutien à la Palestine, c'est une opération qui est une opération abstraite. Tant les liens sont forts entre les deux. Il en est de même dans la plupart des pays arabes. Toute la gauche arabe va donc historiquement se forger dans la difficile prise de conscience des liens entre la question palestinienne et la question libanaise, la question palestinienne et la question syrienne. La prise de conscience du rôle régional d'Israël fait partie de l'acte de naissance de la gauche arabe. Je le souligne parce que c'est un des points qui rend difficile certains débats avec la gauche européenne, par exemple, qui a tendance à aborder les questions de manière séparée et qui ne saisit pas en quoi, pour la gauche des pays arabes, ces deux questions sont inséparables. Mais cela ne se limite pas au monde arabe. Cette place particulière de la question palestinienne dans la lutte globale et mondiale contre l'impérialisme est au cœur des générations militantes des décennies 60 à aujourd'hui. Mon prochain ouvrage portera sur le traitement de la question palestinienne dans les mouvements militants au niveau mondial des années 50 à aujourd'hui. Comment, au sein des mouvements de libération nationale algériens, de Guinée-Bissau, d'Angola, comment l'Afrique continentale, comment la question palestinienne était abordée, pourquoi a-t-elle pris une place aussi importante, qu'est-ce qu'elle signifiait
dans l'analyse des rapports de force mondiaux qui étaient faits, eh bien c'est ce que j'ai essayé de retracer dans mon prochain ouvrage. Toujours est-il qu'il suffit de prendre un exemple, celui que j'ai traité dans un de mes livres précédents, celui de l'Afrique continentale en 1966. Je rappelle, l'Afrique continentale, cette réunion révolutionnaire du monde entier qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, et qui se réunissent à La Havane avec des gens qui sortent des forêts de Guinée-Bissau ou même d'Algérie, ou qui sortent d'Afrique du Sud et qui sortent en clandestinité pour aller participer à cette conférence. Bref, on a tous les révolutionnaires du monde qui sont réunis. Et une des décisions que prend l'Afrique continentale, c'est de considérer la question palestinienne comme une question centrale dans le combat anti-impérialiste, ce qui a été appelé à l'époque la question brûlante. Ce qui a été appelé les questions brûlantes, autrement dit, toutes les questions étaient importantes, les questions de lutte étaient importantes, mais certaines d'entre elles revêtaient une importance plus forte parce qu'elles dépassaient le cadre national ou le cadre régional et portaient un enjeu mondial. En réalité, la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien est dans la pensée de Georges en lien avec ce qu'est l'impérialisme aujourd'hui. Le sionisme, qui se déclare de droite, de gauche, religieux, laïque, modéré, radical, le sionisme en tant que tel, c'est la défense de l'impérialisme comme système de domination. Le soutien à la résistance palestinienne, en conséquence, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, c'est s'opposer à au système impérialiste. Je sais que certains militants peuvent penser que non, leur combat c'est uniquement de soutenir le peuple palestinien, mais s'ils regardent l'état du rapport de force, soutenir le peuple palestinien, c'est inévitablement s'opposer à l'impérialisme. Ce qui veut dire qu'il faut prendre, pour bien saisir cette importance que donne Georges à la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien, de bien prendre la mesure de la nature spécifique du sionisme comme forme de colonisation particulière. Si toutes les colonisations ont des points communs, elles ne sont pas absolument identiques. Toutes les colonisations signifient l'imposition par la force d'un rapport de dépendance économique, politique, culturelle. Elle peut être directe, c'est-à-dire avec une occupation militaire, ou indirecte, sous la forme du néocolonialisme aujourd'hui. Cette première définition permet donc de conclure que le sionisme, c'est une colonisation directe, mais ce n'est pas que cela. Certaines colonisations ont pour but, pour seule base matérielle, d'être centrées sur l'exploitation des ressources et des hommes d'un territoire. D'autres encore portent le projet de substituer un peuple par un autre. Ce fut le cas de l'Algérie, où, comme vous le savez, on a découvert bien des années après dans les archives des projets de destruction du peuple algérien, de génocide du peuple algérien, ou de la Rhodésie, ou avant même de l'Amérique avec les Indiens, le Canada ou l'Australie. Ce second axe de définition permet de conclure que la colonisation sioniste est dès sa naissance non seulement une colonisation, mais une colonisation de peuplement. Mais le sionisme n'est pas que cela. Certaines colonisations se déploient au service d'un seul impérialisme, d'un seul État. Par exemple, la colonisation de l'Algérie, le peuple algérien s'affrontait à l'État français, même si l'État français avait des citoyens de l'OTAN et d'autres pays. Alors que d'autres sont le fait de l'ensemble du système impérialiste. Ça n'est pas la première fois. La Palestine n'est pas le premier pays de ce type-là. Ce fut le cas des colonies portugaises, par exemple. Le Portugal était un État impérialiste trop faible pour prétendre gérer seul ses colonies. Autrement dit, il gérait ses colonies au nom des monopoles des autres puissances impérialistes. Alors qu'en Algérie, par exemple, les monopoles allemands ne pouvaient pas investir. Les colonies portugaises, les Allemands, les États-Unis, les Français investissaient à l'intérieur. Autrement dit, c'est une forme de colonialisme particulier au service des autres. En Afrique du Sud, nous avions également un pouvoir du même type. Et c'est cela aujourd'hui que nous voyons avec le sionisme, c'est-à-dire un colonialisme au service non pas d'un impérialisme, mais du système impérialiste global. Et c'est ce qui fait le caractère et la place particulière de la lutte du peuple palestinien. C'est ce qui fait sa grandeur particulière, mais aussi
sa difficulté particulière. Il ne suffira pas de battre l'État d'Israël, il faudra battre avec l'ensemble du système qui le soutient. C'est dire l'épreuve, le poids que portent les résistants palestiniens sur leurs épaules. Telle est ma lecture de l'analyse de Georges Ibrahim Abdallah de la centralité de la lutte de libération nationale du peuple palestinien dans le combat anti-impérialiste. Georges ne s'est pas engagé pour soutenir simplement un peuple. Il s'est engagé aussi parce qu'il est conscient de la place particulière de cette lutte dans les rapports de force mondiaux. Second point que je voulais aborder avec vous, c'est d'observer, non pas de rappeler tous les faits, mais simplement d'observer que la manière dont Georges a été jugé constitue un révélateur et un analyseur de la justice française d'aujourd'hui. Rappelons quelques actes successifs qui sont constitutifs de ce que j'ai appelé l'affaire Georges Ibrahim Abdallah. Je vous renvoie aux différents chapitres du livre pour les développer. Acte 1, arrestation en 1984 pour possession d'un vrai faux passeport algérien et pour passeport d'armes. Yves Bonnet, directeur de la DST de l'époque, dira « Gélia est accusé simplement de délit. Il n'a pas de crime sur le dos. » Voilà sur quoi on aurait dû le juger. Acte 2, avant comme après le procès, le gouvernement états-unien intervient à plusieurs reprises pour exiger le maintien en détention. Bref, nous avons un procès marqué dès le début par l'ingérence directe dans une justice censée être indépendante. Georges Ibrahim Abdallah est condamné à 4 ans de prison en 1986, du fait de ses pressions. Acte 3, la prise en otage par l'organisation de Georges, les femmes, du directeur du centre culturel français de Tripoli au Liban. L'État français négocie sa libération en échange de celle de Georges, qui, rappelons-le, n'est encore condamné que pour des délits. Un accord est trouvé avec la médiation algérienne. L'otage est libéré, mais Georges est maintenu en prison. Autrement dit, nous sommes devant une violation de la parole d'État. Tout simplement, l'État français a violé sa parole publique. Cette violation est à l'époque justifiée par une découverte qui arrive comme un heureux hasard le jour même où Georges devait être libéré. Ce jour-là, on découvre, dans une des planques de Georges, une arme ayant servi à l'exécution revendiquée par les femmes d'un responsable du Mossad et d'un attaché militaire états-unien à Paris en 1982. Le hasard fait décidément bien les choses. Même le Nouvel Observateur de l'époque s'interroge. Les Américains, écrit le Nouvel Observateur, qui n'est pas un journal antisioniste radical, les Américains ont-ils donné le coup de pouce décisif? Voilà ce qu'écrit le Nouvel Observateur de l'époque. Acte 4. Une fuite opportune va permettre le déploiement d'une campagne de presse visant à faire inculper Georges Ibrahim Abdallah pour ses exécutions. On profite du fait que la France est tétanisée par les attentats pour présenter un coupable et organiser une chasse à l'homme. Et malheureusement, une grande partie de la presse y contribue, et y compris des journalistes qui après prendront des tournures de critique des médias, et bien y participent. Je voulais donner ces quelques exemples, juste pour que nous ayons en tête que nous sommes bien devant une affaire, au sens d'affaire d'État, et que l'injustice que subit Georges est directement décidée au plus haut sommet de l'État. Le combat est donc politique. Troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'attitude de Georges Ibrahim Abdallah face à cette injustice. J'ai cité que les 3 premiers actes. Dans l'ouvrage, j'en détaille 7. Comment a réagi Georges tout au long de cette longue période de passage devant des tribunaux, des commissions, etc. Georges Ibrahim Abdallah est un militant qui relie son sort
à son combat politique. Autrement dit, loin d'être un fanatique, loin d'être un peu fou comme on le présente parfois, il n'a qu'une ligne de conduite. Ne jamais desservir la cause politique dans laquelle il s'est engagé. Et c'est pour cela qu'il va rejoindre spontanément des pratiques d'autres résistants dans le passé. Dans l'ouvrage, vous verrez, je compare l'attitude de Georges à d'autres combattants qui sont passés devant les tribunaux et qui ont à chaque fois redécouvert les mêmes pratiques. Je ne ferai que les citer. Défendre toujours sa cause politique et non sa propre personne. Assurer soi-même sa défense, c'est-à-dire garder le contrôle politique de cette défense et ne pas la déléguer aux avocats. Ne pas renseigner l'ennemi sur ce qu'il doit ignorer. Georges n'a donné aucune information sur ses camarades. Attaquer le régime accusateur, c'est-à-dire attaquer ceux qui soutiennent le sionisme aujourd'hui. Et s'adresser, au-delà des juges, au peuple. Ces pratiques-là font de Georges un être exceptionnel dans notre période. D'autres périodes ont connu beaucoup plus de personnes qui étaient cohérentes avec cela. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans la période particulière de confusion des idées, d'abandon d'idéaux, de relativisme ambiant, etc., ce repère que donne Georges est un repère qui est extrêmement important pour toutes les nouvelles générations. Je terminerai en soulignant l'attitude qu'a eue la gauche en général sur la situation de Georges Ibrahim Bardala. Et pour la comprendre, je ne ferai que citer que quelques éléments pour laisser de la place au débat. D'abord, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu et il y a tant d'hésitations, même si nous avançons grâce à nos mobilisations, il y a tant d'hésitations à exiger que Georges soit tout simplement libéré. Le premier facteur, c'est qu'il faut prendre en compte l'impact de la colonisation sur la classe politique de ce pays. L'idée que des peuples sont légitimes de prendre les armes pour se défendre est analysée comme du terrorisme et on ne soutient pas un terroriste. Sur d'autres combats, on a eu une mobilisation plus forte. Sur Georges, on a toujours eu ce silence gêné pour certains et cette condamnation par d'autres. Second facteur, cela n'a pas empêché l'existence d'un discours anticolonialiste. Mais c'est toujours plus facile de critiquer le colonialisme des autres. Là, il s'agissait de critiquer son propre État qui pratique encore la mise en prison de Georges Ibrahim Bardala. Et puis, troisième dimension, le refus de prendre en compte le légitime droit à la violence lorsqu'un peuple est occupé, lorsqu'un peuple est opprimé. Ça n'est pas nouveau. Lisez cette déclaration, cet article de Frantz Fanon qui s'appelle Adresse aux démocrates, où il s'adresse aux démocrates en disant « Mais pourquoi vous nous donnez comme condition pour soutenir l'indépendance de l'Algérie que nous renoncions à la lutte armée ?» Et il leur répond et décortique leur argument. Eh bien, 5 décennies plus tard, nous retrouvons encore les mêmes logiques. Alors, je terminerai en disant que la poignée de militants qui n'a jamais cessé de se mobiliser, alors même que ce combat était impopulaire, était ignoré, était isolé, eh bien, a fini par semer des germes de mobilisation qui commencent à grandir. Ce livre se veut une simple contribution à cette campagne. Le film en est un autre. On voit se multiplier aujourd'hui dans notre pays les références à Georges Ibrahim Bardala. Ça souligne tout simplement que Georges nous aide par sa ténacité, à nous de l'aider par notre mobilisation. Merci.